on peut plus regarder les statistiques. C'est-à-dire que chez AXA Climate, on a très peu de statisticiens. Parce que si on regarde les 30 dernières années de sécheresse en Allemagne, eh bien, on va sous-estimer le risque, étant donné le dérèglement climatique. On peut plus se baser sur le passé quand il s'agit d'assurer et de protéger nos clients sur le climat. Parce que les courbes statistiques ne veulent plus rien dire. Donc c'est en effet une grande mue, et donc c'est nos scientifiques qu'on met en avant, et c'est nos scientifiques d'une certaine façon qui nous permettent de développer notre activité. Donc, la réalité, c'est que physiquement, d'un point de vue vraiment science, les risques vont s'accroître liés au dérèglement climatique. Je donnerai un exemple qui est important, c'est vous savez que les températures vont augmenter, et à chaque fois à chaque température, à chaque 1 degré d'augmentation de température, vous avez 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est physique. Et ça veut dire que quand il pleut fort. Salut Antoine, bienvenue dans The Big Shift. Hello Xavier, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors la raison pour laquelle je t'avais contacté à l'origine, c'est parce que j'ai enregistré un épisode avec Laurent Testo sur El Niño, donc un grand risque climatique pour beaucoup d'humains sur la planète. Et parce qu'il y a beaucoup plus longtemps maintenant, mais j'avais enregistré un épisode avec Julie Attas de l'IRIS, donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, sur comment est-ce qu'on gère climat et sécurité, comment est-ce qu'on fait intervenir les armées, et du coup comment est-ce qu'on gère ces risques. Et je voulais continuer avec toi sur ce sujet. Donc tu es le CEO de AXA Climate, donc c'est la branche d'AXA qui est 100% dédiée à l'adaptation au changement climatique. Et l'objectif de cet épisode, c'est qu'on essaye de comprendre c'est quoi la gestion d'un risque climatique, qu'est-ce qui a évolué ces dernières années dans les catastrophes naturelles ou même dans l'adaptation à un monde qui devient différent, à des risques qui passent de incertain à quasiment probable. Et voilà, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait en tant que compagnie d'assurance pour travailler sur ces grands sujets. Bienvenue dans le podcast. Écoute, je te propose de te présenter rapidement, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et ce que vous faites chez AXA Climate. Parfait, alors hyper rapidement, déjà le sujet est passionnant. Donc moi je m'appelle Antoine Denoy, j'ai 38 ans, 3 petites filles, et j'ai lancé il y a 5 ans une entreprise qui s'appelle AXA Climate. Donc on est 100% AXA mais 100% autonome, et on a une mission, comme tu l'as dit, qui est l'adaptation climatique et environnementale. Moi, la mission de vie au départ, c'était pas le climat. Ce qui me boostait, ce qui me booste toujours, c'est de réduire la souffrance dans le monde du travail. Et donc derrière tout ce qu'on fait autour du climat, il faut imaginer qu'AXA Climate, c'est une réinvention des modes d'organisation beaucoup plus libérés. Et la façon dont on se met au service de cette mission, on va en parler, c'est évidemment de l'assurance climatique, mais c'est aussi d'autres métiers. Et principalement, notre façon de gagner notre vie maintenant chez AXA Climate, c'est de faire de la formation, du conseil, voire de former pas mal de dirigeants à une nouvelle façon de penser leur entreprise. Donc on est allé bien au-delà de l'assurance pour finalement être à la hauteur de la mission qui est celle de l'adaptation climatique que tu as mentionnée. Et ça fait combien de temps du coup AXA Climate que ça existe? Alors, on s'est lancé il y a 5 ans, on est 200 maintenant, on a bien grandi et on a un bon tiers de scientifiques. Donc on adore les scientifiques, et une grande partie de notre travail, c'est, on va en reparler sur l'assurance, c'est de faire entrer la science dans les entreprises. Et donc on a des spécialités en sciences dures, climatiques, et en agronomie. Ok. J'imagine que vous avez une sorte d'observatoire pour essayer de comprendre comment fonctionne le secteur assurantiel sur les questions climatiques. Est-ce que tu as un gros dessin à me faire du monde de l'assurance lié au réchauffement climatique ces dernières années, peut-être en France si c'est plus simple? Alors, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'aime pas les gros dessins. Donc, je vais commencer par des choses concrètes, et puis après, je vais quand même remonter, t'inquiète pas, sur la situation globale. Donc, nous, par quoi on a commencé chez AXA Climate? On a commencé justement, tu parlais d'El Niño, par des assurances uniquement climatiques qu'on appelle paramétriques. Et c'est des assurances assez sympas, et qui sont une partie de la solution d'ailleurs au problème du dérèglement climatique, où en fait, quand il y a des gros pépins climatiques, inondations, feux de forêt, vagues de chaleur, on déclenche des paiements en quelques heures sur la base de ce qu'on observe depuis le ciel, le satellite. Et donc, on a en effet, nous, commencé. Ça a été le début de l'histoire pour AXA Climate, à assurer des risques dont personne n'avait vraiment envie d'assurer. Notamment des grosses inondations, des gros feux de forêt partout dans le monde, et puis des sécheresses qui impactent les agriculteurs. Et donc notre façon de commencer à apporter une solution assurantielle à l'adaptation, c'est de dire en fait tous les produits d'assurance classiques vont pas forcément fonctionner dans plein de situations. Il y a de plus en plus de risques, il y a de plus en plus de dérèglements, et donc il faut mettre de l'innovation dans le produit d'assurance. C'est par ça qu'on a démarré. Ok, très intéressant. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine d'une prime d'assurance qui est basée sur une incertitude. Alors si on commence à assurer uniquement ce qui est probable d'arriver ou ce qui est dangereux ou ce qui coûte très cher, comme des inondations, a priori on se dit ça ne fonctionne pas. Mais je vais donner un exemple concret là, pour vraiment se faire comprendre de tous. On a un produit d'assurance qui est contre la sécheresse qui impacte le Rhin,
donc le fleuve, et on a beaucoup d'industriels qui font circuler leurs biens, et que quand il y a des sécheresses, la hauteur du Rhin baisse, ils peuvent plus transporter leurs biens. Donc ça, c'est un vrai pépin. Et ça, le marché d'assurance avec des produits classiques, il marche pas. Vous n'avez pas envoyé des experts vérifier la hauteur d'eau à Cologne du Rhin. Et donc pour ça, on utilise des capteurs, et notamment du satellite. Et notre façon d'assurer, c'est de dire, nous, on assure que la sécheresse. Et si à chaque centimètre en dessous d'un certain niveau à Cologne, du Rhin, on indemnise une certaine somme d'argent assez importante. Et ça, c'est important parce que pour pouvoir prédire ce risque de sécheresse, et c'est ça la grande révolution culturelle pour l'assureur, on ne peut plus regarder les statistiques. C'est-à-dire que chez AXA Climate, on a très peu de statisticiens. Parce que si on regarde les 30 dernières années de sécheresse en Allemagne, eh bien, on va sous-estimer le risque, étant donné le dérèglement climatique. Et donc, d'où le rôle de la science, c'est que les personnes qui souscrivent les risques, qui prédisent les risques, ce sont les scientifiques chez moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables de modéliser les chutes de précipitations, la fonte des glaces dans les Alpes, tout ce qui, en fait, d'un point de vue très physique, a un impact sur le risque qu'on va souscrire. Ce qui est hyper intéressant et que je n'avais pas du tout capté, c'est qu'en fait, au lieu de se baser sur du passé, c'est de l'assurance qui se base sur des prédictions du futur. Exactement. On peut plus se baser sur le passé quand il s'agit d'assurer et de protéger nos clients sur le climat. Parce que les courbes statistiques ne veulent plus rien dire. Donc c'est en effet une grande mue, et donc c'est nos scientifiques qu'on met en avant, et c'est nos scientifiques d'une certaine façon qui nous permettent de développer notre activité. Donc le métier principal de l'assurance, qui est l'actuariat, donc le calcul des probabilités des statistiques de risque ne fonctionne plus aujourd'hui. Sur la partie climatique, oui, évidemment, uniquement. Et si tu suis un peu le raisonnement, c'est assez naturel qu'on en soit arrivé chez AXA Climate à dire qu'il faut dépasser l'assurance. Parce que quand vous développez votre compréhension scientifique, notamment par exemple d'un phénomène comme El Niño, vous avez envie de donner cette information, de la partager à vos clients, pas uniquement par de la prime d'assurance. Et donc assez naturellement, et on va y revenir, on s'est dit le futur de l'assureur, c'est de développer de la formation. C'est de former les gens à comprendre et de réduire aussi quelque chose qui est constitutif de l'assurance, qui est l'asymétrie d'information. Souvent, un assureur, quand il accepte un risque, il en sait davantage ou il sait des informations différentes que le client qui l'assure. Ce que nous oblige à faire le climat et le dérèglement climatique, c'est finalement de partager une même compréhension du phénomène climatique. C'est comme ça qu'on fera un métier et entre guillemets, on permettra de protéger tout le monde. Alors, tu vas pas m'aimer, mais j'ai quand même besoin d'un dessin global. Si on prend le coût général pour les assurants en France des catastrophes naturelles, par exemple, ou des dommages qui sont liés au climat, qu'est-ce que ça représente par rapport aux dommages totaux ? Tu me disais ça, c'est en augmentation, et c'est ça qui fait que c'est très difficile de prévoir aujourd'hui grâce aux statistiques. Mais c'est quoi les niveaux de dommages ? Les niveaux, ils sont extrêmement importants. On parle de plusieurs milliards. Encore une fois, j'ai pas le chiffre parce que je l'oublie à chaque fois que je l'énonce, donc je pense que les auditeurs l'oublieront aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup, et c'est vrai que ça a tendance à augmenter. Alors je vais juste rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que souvent on dit le coût pour les assureurs augmente, mais il augmente pas uniquement à cause du climat. Il augmente parce que dans le monde, il y a des populations qui sont de plus en plus riches, il y a des populations de plus en plus denses, et donc quand vous avez un tremblement de terre, une inondation, en fait, les coûts sont plus importants. Ce n'est pas uniquement lié à un accroissement de fréquence d'événements extrêmes. La réalité, c'est que physiquement, d'un point de vue vraiment science, les risques vont s'accroître liés au dérèglement climatique. Je donnerai un exemple qui est important, c'est vous savez que les températures vont augmenter, et à chaque fois à chaque température, à chaque 1 degré d'augmentation de température, vous avez 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est physique. Et ça veut dire que quand il pleut fort. Et donc, une des conséquences pour l'assureur, c'est de dire qu'il ne va pas forcément y avoir plus de cyclones, plus de grandes tempêtes, mais quand ça va péter fort en termes d'intensité. Et donc, les pluies vont être plus fortes, et notamment en France, sur des sols qui sont abîmés, souvent artificialisés, ça veut dire plus de risques d'inondation. Et donc, de fait, à un moment donné, pour l'assureur, se pose la question de l'assurabilité de tout ça, et sa capacité, avec des risques qui s'accroissent, à faire en sorte que chacun puisse aussi protéger ses biens et puis que les personnes soient protégées. Ouais. Alors, moi, j'avais regardé quelques chiffres. Donc, c'est 10 milliards versés par les assureurs en 2022, rien que pour les catastrophes naturelles, sur 50 milliards au total. Et je crois que le chiffre, c'est que c'est 3 fois plus qu'en 2021. C'est ça la grosse différence. Alors 2022 était une année un peu compliquée, notamment l'été, avec les incendies, les feux de forêt, les inondations. Il y avait beaucoup de choses différentes. Mais voilà, donc x3 en un an sur... Et il y a plein de choses qui ne sont pas comptées. Parce que là, on parle des catastrophes naturelles dont on entend parler à la radio, les grandes inondations. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de risques chroniques liés au dérèglement climatique. C'est les vagues de chaleur, les coûts de santé des personnes qui ont de plus en plus de difficultés à
à respirer au moment des canicules. Donc il y a énormément de coûts indirects aussi qu'il faut prendre en compte. Le dérèglement climatique, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, collectivement pour tous, mais aussi pour l'assurance si elle ne se réinvente pas d'une certaine façon. Alors tu me parlais de l'assurabilité d'un monde où chaque degré supplémentaire amène 7% de vapeur d'eau supplémentaire. On considère qu'à plus 4 degrés, le monde serait inassurable. Aujourd'hui, la trajectoire pour l'Europe, c'est plus 2,6, plus 3 degrés. On se rapproche quand même de cette limite-là. Alors c'est la fameuse phrase d'Henri Decasse, qui était le patron d'AXA, c'était juste avant la COP de Paris. En 2015, il avait dit « Un monde à 4 degrés n'est pas assurable ». Et c'est vrai que cette phrase, elle est marquante. Après, il faut un peu la déconstruire. La réalité, c'est que l'assurabilité, c'est très dynamique. Et donc, en fait, c'est pas uniquement une prime d'assurance qui monte. Nous, les assureurs, on est derrière l'économie. Et donc, la réalité, et ce qui se joue pour les entreprises et les particuliers, c'est l'adaptation de leur comportement. Et donc, l'assureur va suivre l'adaptation des comportements. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'on danse à deux. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises changent leur façon de faire, je donnerai des exemples concrets, et puis que l'assureur, en effet, transforme ses produits. Parce que si on garde les mêmes produits et les mêmes comportements économiques, c'est sûr qu'on va au-devant de sujets d'assurabilité. Parce que la base, c'est que les primes d'assurance ne seront jamais suffisantes pour couvrir les dommages nécessaires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur la base des statistiques dont on parlait. Il faut imaginer que quand il y a des pépins climatiques, les assureurs et les rassureurs remboursent des millions, des milliards, tu l'as évoqué. Et donc, il faut trouver les bilans économiques de manière à porter ces fortes indemnisations, ces forts montants. Et les capacités financières, elles sont contraintes. Donc, il n'y aura pas des capacités pour tout le monde. Et ça, le marché de l'assurance a toujours été le cas depuis des décennies, voire des siècles. Donc en fait, on va rester dans une rareté de la ressource d'assurance, la ressource d'indemnisation. Et donc la question, c'est où est-ce que les assureurs vont mettre leur capacité d'assurance et leur capacité à indemniser. Et donc moi, mon parti pris, il est clair. Les assureurs vont aller soutenir les acteurs économiques qui s'adaptent à ce climat qui change. Est-ce que ça devrait devenir une sorte de service public assuré contre des dommages climatiques. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement un service privé quand même. L'objectif des compagnies d'assurance, c'est quand même de faire du profit dans le système actuel. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'assurer des dommages climatiques? Alors l'assurance, tu as raison, depuis le début, depuis les premiers contrats d'assurance dans l'Antiquité, ça a toujours été une chose qui a été considérée comme quasi publique. Parce que c'était finalement l'assurance, on connaît l'assurance santé, l'assurance sociale. Les assurances qui sont obligatoires. Exactement, qui sont obligatoires, parce qu'en fait, ce qui se joue derrière l'assurance, qui est finalement un très très beau métier, c'est la solidarité. C'est-à-dire que les petits pépins individuels vont être compensés par une solidarité collective. Donc il y a en effet, tu as raison, il y a toujours une zone grise assumée entre le public et le privé sur l'assurance, dans plein de dimensions. Sur le climat, c'est important de partager le monde en deux. Il y a le monde des particuliers, probablement nos auditeurs qui ont des contrats d'habitation ou d'auto, et le monde des entreprises. Pour le monde des particuliers, c'est très public, notamment sur le climat, puisqu'on a la chance en France d'avoir une caisse nationale liée aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire quand vous avez un gros pépin climatique en France, déclaré comme catastrophe naturelle, c'est une partie le privé, une partie le public qui prend en charge l'événement. Et donc c'est déjà une organisation qui est, moi je dirais, para-étatique. Et donc quand on dit mais pourquoi les assureurs ne changent pas leurs primes, leurs franchises en contrat d'habitation, la réalité c'est que c'est souvent une concertation de marché et avec les autorités publiques. Donc l'assureur seul n'est pas en mesure de changer quoi que ce soit la dynamique du marché des particuliers. Ça, c'est hyper important. Par contre, pour les entreprises, j'y reviendrai parce que c'est mon métier. Là, l'assureur a plein de latitudes et il peut faire en effet plein de choses pour modifier ses prix, modifier ses conditions et in fine, bouger les comportements. Donc, en fait, l'assureur aujourd'hui, il a un peu une position de suiveur. C'est quoi déjà les parts d'assurance? Est-ce que tu sais me dire entre particuliers et entreprises? C'est quoi la taille du secteur, tu arrives à savoir ou pas du tout? Je pense que c'est assez équivalent. Ouais. Fondamentalement, c'est assez équivalent. Je dirais plus de particuliers en termes de... Si tu sommes toutes les primes d'assurance, probablement plus de particuliers que d'entreprises. Ouais, tout à fait. D'accord. Parce que ça veut dire que sur quasiment la moitié de votre activité, vous n'avez pas de marge de manœuvre? Alors, il y a des marges de manœuvre. Il y a des marges de manœuvre. Sur le contrat d'habitation, un assureur peut décider là où il a envie d'avoir des agents généraux d'assurance, là où il a envie de vendre des produits. La question, c'est par exemple la franchise. Dans un contrat d'habitation, là, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'une franchise, le niveau de franchise ne peut pas bouger en fonction du territoire en France. Donc, évidemment qu'il peut augmenter des prix,
mais après, le marché est ultra compétitif. Donc, un assureur qui se contente d'augmenter les prix en contrat d'habitation, de fait, il va perdre des clients. Donc, en fait, c'est quand même un marché qui est hyper contraint. Et notamment, on a une caisse qui permet d'assurer les gens que personne ne veut assurer. Donc, si vous êtes particulier, vous serez assuré en habitation d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a beaucoup de caisses de solidarité entre assureurs et institutions publiques qui permettent de faire en sorte d'avoir une très bonne couverture en France. Et c'est chouette parce que on a dans plein d'autres pays, nous, on a été l'assureur de ce qui s'est passé au Maroc en termes de tremblement de terre. C'était une couverture qui était paramétrique, climatique, satellitaire. Et on a vu qu'il y a énormément de populations dans le monde qui sont encore très vulnérables et non assurées. Alors, c'est peut-être pas lié aux activités d'AXA Climate, mais il y a un certain nombre, il y a eu beaucoup de reportages en 2022 et 2023 sur ce sujet-là, mais un certain nombre d'assureurs qui refusent d'assurer certaines personnes, que ce soit parce qu'ils sont dans des zones, pour une assurance habitation, parce qu'ils sont dans des zones à risque, ou parce qu'il y a des sinistres, même non responsables, qui leur sont arrivés trop de fois statistiquement. Comment est-ce qu'on fait pour que les assurances ne deviennent pas en fait une augmentation des inégalités pour des personnes qui ont plus de mal à trouver des assurances qui veulent bien les assurer, par exemple s'ils habitent en zone inondable et que les fréquences sont vouées à augmenter de plus en plus? Alors, c'est très fin ta question. Et donc, ma réponse, elle est forcément. Elle doit être. Elle a sa part d'ambiguïté. Mais en fait, c'est pour ça que l'État joue son rôle. Et en France, l'État joue bien son rôle. C'est-à-dire que, en fait, il faut à la fois que l'assureur privé envoie un signal. Et là, je l'assume. C'est-à-dire quand vous avez des zones, tu parlais de risques de plus en plus probables, voire certains, eh bien, moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'assureurs qui envoient le bon signal prix. Et il y a malheureusement, je le vois sur le littoral malouin. Le bon signal prix sur le littoral malouin, sur le littoral français, les augmentations du niveau de la mer vont rendre beaucoup d'habitations inhabitables. Je parle souvent de Lacanau, mais si vous prenez Lacanau, 2050, 40% des habitations seront non habitables. Ça, ces chiffres, ils sont connus. Et malheureusement, il y a encore des promoteurs qui vont aller convaincre des gens d'acheter des villas ou des maisons en littoral. Et donc là, moi, j'assume, à un moment donné, l'assureur, en termes de prévention, il doit envoyer un signal. Voilà. Après, en France, je vais être rassurant pour les auditeurs, encore une fois, c'est une logique de marché, une logique de concertation avec le public. Et donc, il y a bien une hybridité entre une préoccupation de solidarité et un réflexe économique de privé. Il y a des exemples où ce n'est pas le cas. En Floride, aux États-Unis, c'est un désastre. C'est-à-dire que c'est largement privé, donc il y a vraiment c'est un désastre. Il y a en effet des coûts d'assurance qui ont amené des Américains à quitter leur maison parce que c'était plus possible. Mais en même temps, d'une certaine façon, c'est la réalité physique de ce littoral. C'est-à-dire que ce littoral va disparaître. Donc voilà, tout est il faut éviter la caricature. Et je pense qu'en France, on a la bonne hybridité public-privé pour être raisonnable et faire en sorte de garder un maximum de personnes. Je parle des particuliers dans l'assurabilité. Ouais, je comprends très bien ton point. Tu vois, sur un littoral où un promoteur veut construire à tout prix parce qu'il a le droit de construire. Et à ce moment-là, il y a effectivement un devoir de formation, mais préalable du coup à l'achat pour les particuliers de la part des assureurs en disant attention, ou alors on ne peut pas vous assurer, ou alors ça va vous coûter très très cher. Et je ne sais pas d'ailleurs si ça arrive en amont des achats que ce soit prévu. En revanche, pour quelqu'un qui habite par exemple depuis 30 ans dans une zone qui était a priori non inondable et qu'il devient parce que c'était une zone proche d'une zone inondable et que cette personne ne peut pas forcément quitter sa maison facilement, effectivement, il y a un décalage entre ces deux situations, quoi. Oui, alors c'est le propre des exercices de pensée. Donc là, tu prends un exemple archétypal tiré à l'extrême. Ouais, et donc, j'ai envie de te dire, parle-moi d'une situation concrète avec un nom et un prénom, et puis on en discutera de manière concrète. J'ai du mal à réagir sur ça. Voilà, je ne sais pas quel volume ça représente, donc c'est difficile pour moi de te répondre. Ouais. Par contre, le promoteur, là, tu posais la question, comment on change le comportement du promoteur et puis de la construction. Alors là, c'est notre métier. Parce que là, on se dessine aux entreprises. Et donc là, c'est tout AXA Climate. Et c'est tout ce qu'on a, ce qu'on essaie de réaliser, c'est de faire en sorte de montrer des cartes de ce qui va arriver en 2030-2050, les plus concrètes possibles, et de convaincre des acteurs économiques de ne pas construire, d'aménager différemment les infrastructures et de changer leur comportement. Et là, pour le coup, c'est fluide. C'est notre responsabilité et c'est à ça qu'on passe notre énergie au quotidien. Est-ce qu'un gros groupe comme AXA, donc quand tu me parles de votre nouvelle activité sur AXA Climate, je vois un peu le futur de ce que pourrait être un assureur. Est-ce que tous les assureurs sont voués à être transformés et suivre un modèle comme celui que vous avez? Est-ce que c'est possible à des niveaux comme un groupe mondial comme AXA qui doit faire des milliards qui doit faire, je sais plus, 6 milliards de bénéfices ou de résultats en 2022? Alors,
ça prendra beaucoup plus de temps, mais peut-être quelques mots sur le modèle Climate pour comprendre c'est quoi cette réinvention du métier d'assurance. Nous, notre activité maintenant, ça devient de la formation et du conseil. C'est-à-dire que pour garder le monde assurable, on ne veut pas se contenter de regarder la prime d'assurance et de la modéliser, ou de l'augmenter ou de la baisser. On veut jouer en amont et se dire qu'il faut changer les comportements et provoquer de l'adaptation. Typiquement, un acteur qui est soumis à un industriel qui est soumis à la sécheresse, faire en sorte qu'il change son système de réfrigération, qu'il change la profondeur des barges quand il doit les transporter sur des fleuves. Ça, c'est vraiment de l'adaptation dynamique, quoi. C'est la vie économique. Les entreprises sont là pour ça. Et donc, pour ça, il faut qu'on leur apporte de la science, qu'on forme les gens chez eux. Et c'est pour ça qu'on forme 5 millions de personnes en dehors d'AXA avec nos contenus digitaux. C'est pour ça qu'on a 100 entreprises qu'on accompagne en leur montrant des cartes, parce que c'est la science qui va leur permettre de changer. Et après, nous, assureurs, notre révolution, c'est qu'on assume en fait d'une façon de gagner notre vie autrement que par la prime d'assurance. Et c'est bon, c'est OK. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez Climate. Après, ta question, c'est comment on embarque AXA. C'est une grande question, ça prend beaucoup plus de temps. Est-ce que on a figure de laboratoire? La réponse est oui. Il y a beaucoup d'autres assureurs qui viennent voir ce qui se joue chez nous, parce qu'on fait figure en effet de laboratoire, pas uniquement pour AXA, mais pour le reste du marché. Il y a d'autres assureurs qui bougent petit à petit. La clé de notre rapidité, c'est qu'on a un setup, un mode d'organisation qui est très anomalique. C'est-à-dire que c'est vraiment 100% d'autonomie sur les différentes fonctions, notamment RH et d'organisation, qui nous permet de recruter des gens un peu différents et de provoquer de l'innovation à grande vitesse. Et donc, mon rôle, en effet, c'est d'essaimer chez AXA, chez d'autres entités, AXA France, dans des équipes produits, de manière à pouvoir montrer qu'il y a une autre façon de faire de l'assurance aussi. Et ça, ça prend du temps. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que c'est absolument inéluctable pour les assureurs de faire évoluer leurs produits et leur offre de services pour répondre à l'enjeu. Ouais, en fait, une prime d'assurance ne doit plus être une indemnisation pour un risque couru, mais doit être un appel à une transformation des métiers. Donc, tu disais quand vous accompagnez des entreprises. Moi, je vois par exemple un entrepreneur agriculteur qui voudrait passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture peut-être pas en agrivoltaïsme ou en permaculture, où il y a beaucoup de choses possibles, mais qui du coup, dans les 4 ans, 5 ans de la transformation, va perdre des revenus parce que il va y avoir une adaptation du sol, il va y avoir une adaptation des pratiques, il va y avoir et donc moins probablement de production. En fait, ça pourrait être modéliser les pertes potentielles et compenser les revenus d'un agriculteur qui est en train de faire sa transformation pour le pousser à le faire. Alors ça pourrait être, et puis c'est notre métier chez AXA Climate. C'est-à-dire qu'en fait, on accompagne une dizaine de coopératives en France agricoles. On les aide à comprendre les rotations culturales, comment ils doivent changer leur culture au niveau de la ferme à 2030. Et puis on accompagne les changements de transition. Et donc quand vous devez changer la date de semis de votre culture, quand vous devez mettre de l'irrigation, eh bien tout ça, en fait, c'est un gros pépin pour les agriculteurs parce que ça veut dire être davantage sensible aux aléas climatiques. Moins vous mettez de pesticides, plus le climat va avoir d'impact sur votre culture. Hein. C'est la beauté du vivant. Et donc, il va falloir qu'on développe, et on développe des assurances où on protège un peu la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui décide de se lancer en bio, qui décide de changer ses pratiques, il prend plus de risques que les autres, que ses voisins. Et donc, il y a en effet 3-4 années où ça se passe mal. Et donc, on est en train de changer nos produits d'assurance pour les rendre plus durables, au sens les faire durer plus de 2, 3, 4 ans, et pour accompagner et protéger la marge. Et donc, on a une dizaine de petits pilotes en France sur des nouvelles cultures comme la lentille, où on prend le risque, nous assureurs, parce qu'on a une bonne compréhension agronomique, d'accompagner des changements de pratiques. Et c'est globalement ce qui nous donne la pêche et l'énergie au quotidien. Ouais. C'est ce type d'assurance. C'est quoi les grands secteurs dans lesquels vous travaillez là en ce moment ? On travaille vraiment pour beaucoup de secteurs différents, mais notre cœur de métier et de cœur, ça va dire l'agroalimentaire et l'agriculture. Okay. Voilà. On travaille beaucoup sur le terrain pour aider les filières à changer leurs pratiques, mettre en place des mécanismes de financement et d'assurance, et puis former un maximum les agriculteurs, les coopératives et les distributeurs, les transformateurs, hein, les produits du quotidien qu'on avale, à comprendre le phénomène et à mieux partager les risques, en fait. Est-ce que ça coûte plus cher pour une entreprise aujourd'hui de se faire assurer pour le futur plutôt que par les statistiques du passé ? Alors sur le climat, je vais te faire plaisir, je vais essayer de raisonner en moyenne. Ah, super. La réponse est oui. Excellent. La réponse est oui. Si vous prenez le climat, évidemment que la facture climatique d'un acteur, d'une entreprise qui est concernée par le sujet, il faut qu'elle accepte, cette entreprise, que ça augmente. La question, c'est comment elle s'adapte pour limiter finalement la hausse du coût pour ses opérations. Mais c'est sûr que quand vous êtes un acteur qui fait des petits pois dans le nord de la France, vous avez des rendements de petits pois qui baissent parce que moins de précipitations, vous allez devoir
remettre au nord, aller plus au nord pour votre production de petits pois, déplacer peut-être votre outil industriel associé à vos parcelles agricoles, tout ça, c'est un coût. L'adaptation a un coût. Voilà. Après, quelle adaptation on veut? Est-ce qu'on veut uniquement une adaptation qui est hyper défensive en mode lean Maginot, c'est-à-dire mettre une tonne de blé sur du béton pour faire des protections contre l'inondation? Ou alors est-ce qu'on fait une adaptation qui est beaucoup plus positive, planter des arbres, se baser sur la nature et finalement cocher les deux cases, c'est-à-dire à la fois moins de risques et un meilleur impact positif sur la planète. Oui. C'est pour ça qu'on veut œuvrer, nous, chez AXA Climate, c'est une adaptation qui a un impact positif sur plein d'autres dimensions qu'uniquement le risque d'une entreprise. Est-ce que tu as l'impression que vous avez un rôle de lobby dans le secteur aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas fan du mot, donc j'aurais du mal à te répondre oui, mais est-ce qu'on a un rôle de plaidoyer et d'influence? À fond. C'est-à-dire que le fait qu'on s'empare d'un thème comme l'entreprise régénérative, qui est fondamentalement une entreprise qui fonctionne comme un écosystème vivant au service de la vie, humaine et non humaine, c'est notre singularité, c'est de parler de régénératif en étant dans un système qui n'est pas, qui est AXA, mais en apportant une crédibilité, une légitimité à un concept qui doit embarquer, j'espère, toutes nos entreprises sur le territoire. Donc oui, on assume, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on assume notre plaidoyer, on est là pour apporter quelque chose de différent et pousser des idées. J'aimerais qu'on revienne dans une nouvelle partie là, sur le rôle d'AXA. J'ai posé des questions à mes auditeurs sur les réseaux sociaux avant qu'on enregistre pour leur proposer de te poser leurs questions. Et il y en a une qui m'a bien marqué, que je trouve très intéressante, qui est un peu compliquée. Notamment, donc il y a Data for Good et Éclaircie, deux associations qui ont sorti une cartographie des différentes carbon bombs, donc les bombes climatiques qui sont en gros les gros projets pétroliers, gaziers, charbon dans le monde. Il y a certaines grandes compagnies d'assurance qui assurent ces projets-là et qui, à côté, vont assurer les personnes qui vont être impactées par ces projets-là. Donc, en fait, c'est une sorte de situation de pompier pyromane de la part de grands acteurs. Alors que ce soit AXA ou d'autres, mais comment est-ce qu'on fait à un niveau de l'entreprise pour gérer cette situation où on assure à la fois le créateur du dommage climatique et la personne qui en souffre? Alors, je ne savais pas comment la prendre, la réponse, et puis en t'écoutant, j'ai une inspiration avec la notion de pompier pyromane. On est tous des pompiers pyromanes, individuellement. C'est-à-dire qu'on est tous désalignés. C'est-à-dire que je pense on n'a pas tous le même impact qu'une multinationale. Je vais y revenir, mais juste pour expliquer que le désalignement, notre enjeu, c'est d'arriver à vivre avec à différents niveaux d'échelle. Mais ça reste, en fait. Quand tu prends la voiture, en fait... les incohérences. Je peux t'expliquer que prendre la voiture, c'est faire du mal à la planète. Et je peux même, si j'étais un petit peu excessif, faire le lien entre la consommation, l'émission de carbone de ta voiture quand tu roules pour les vacances et des vies humaines. Parce que maintenant, on fait le lien. Et donc, je pense qu'on vit ces contradictions à tous les niveaux d'échelle. Quand on se place au niveau de l'échelle d'AXA, donc AXA est un acteur qui s'est engagé beaucoup plus tôt que les autres dans l'assurance sur la sortie du carbone, notamment dès la COP de Paris. On est le premier assureur à avoir pris des engagements. Actuellement, ce qui est très bien, c'est que tous les assureurs ont suivi et il y a un mouvement progressif de sortie de tout ça qui se fait à un rythme. Alors, on peut considérer que le rythme n'est pas assez rapide, et ça, c'est le rôle de tes auditeurs, et puis c'est le rôle aussi des sociétés civiles, de nous pousser à aller plus vite. Mais on ne peut pas dire qu'on ne bouge pas. On bouge. Et après, la question, c'est quelle est la cohérence au niveau global à avoir AXA Climate d'un côté et des engagements, en effet, autour de certains projets. Et cette cohérence, j'essaie de la discerner au quotidien et de me dire, est-ce que l'écart n'est pas trop grand et comment je peux aider à le réduire. Donc c'est aussi un plaidoyer que j'ai en interne et je travaille avec plein de gens de bonne volonté chez AXA qui ont envie de bouger et on essaye justement de dire et de pousser à aller le plus vite possible pour rétablir une cohérence. Mais n'oublions pas, encore une fois, que des assureurs comme AXA sont systémiques, sont globalement, ils couvrent l'ensemble des activités, l'ensemble des entreprises. Et donc c'est un peu, d'une certaine façon, comme mettre l'État en face de ses contradictions. Donc il faut vraiment prendre en compte la taille de l'acteur. Un acteur systémique, c'est un acteur qui est derrière toute l'économie. Et donc, je pense qu'une des forces d'AXA, ce n'est pas forcément de dire je veux plus de ça ou je veux que ça, mais c'est plutôt à un moment donné de prendre l'ensemble et d'attirer l'ensemble via la prévention, de la formation, pour donner envie au plus grand nombre de nos entreprises d'aller dans la bonne direction. Voilà, c'est pas une start-up de garage, quoi. Je comprends que quand tu lances une activité, tu veux y être hyper pur et aller travailler avec les gens que tu veux.
À un moment donné, AXA, ça a une centaine d'années et ça a toujours été derrière toute l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, je pense que c'est super et que la force de ça, c'est d'arriver à d'arriver à motiver un maximum de personnes pas convaincues d'aller dans la bonne direction. Voilà, pour moi, c'est ce qui fait que je suis très content d'être chez AXA et que je reste chez AXA, évidemment. Et tu me disais tout à l'heure que sur la partie particulière, vous avez plutôt un rôle de suiveur que de leader parce que vous n'avez pas les moyens donc, de transformer le système à ce niveau-là. Quand tu me dis que là, vous êtes un acteur systémique qui a la possibilité ou qui travaille sur tous les sujets, à tous les niveaux dans le monde entier, j'ai eu l'occasion de rencontrer la direction RSE de la BNP il y a 2 mois. Et on discutait aussi de ces sujets-là parce qu'on parlait des bombes climatiques et notamment du financement par la BNP de Total sur un certain nombre de sujets. Et en fait, eux, leur réponse, c'était on est obligé de continuer à financer ça parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de suite. Donc, tu veux dire économiquement pour la BNP? Non, pas pour la BNP, pour le monde. Aujourd'hui, par exemple, on a besoin d'avoir plus de pétrole pour pouvoir avancer sur la construction de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc, que c'était quelque chose qui était transitoire, mais que c'était nécessaire. En revanche, qu'il y avait quand même un rôle de mettre pression sur Total. Et donc, c'est là où, en fait, je ne suis pas forcément hyper aligné sur le rôle de suiveur-leader, parce qu'en fait, même en étant un acteur caché, un acteur un peu de coulisses, vous avez quand même la possibilité d'avoir une influence majeure sur donc tu le disais, sur les entreprises que vous accompagnez et sur comment les former pour transformer leur modèle, quoi. Alors à fond, moi j'ai pas un comportement de suiveur, donc je pense que j'aurais pas lancé et travaillé jour et nuit avec AXA Climate depuis 5 ans si c'était juste pour suivre. Donc je pense qu'on est plus suiveur sur les particuliers, en tout cas plus en concertation. Sur les entreprises, je te l'ai dit, on a beaucoup plus de latitude. Ah bah oui, nous notre rôle c'est dès qu'on a une entreprise qui arrive, c'est de lui dire en fait mon coco, les risques ils sont déjà sur toi, ils sont déjà là. Dans tes territoires, dans les entreprises de tes usines, dans les territoires de tes activités. À 2030, on te les montre. Et puis, de fait, comme les capacités ne sont pas infinies, on laisse déjà entendre à ces projets que les capacités iront aux acteurs qui font des efforts et qui vont dans le sens de l'impact. Donc oui, on a un rôle à jouer au niveau des entreprises. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, tu me parlais de nos activités d'investissement et plus globalement d'assurance sur autre chose que le climat. Bah oui, il faut à un moment donné accompagner un maximum de personnes pour aller dans le bon sens. Mais il faut être vigilant à leur rapidité de transition. Voilà, donc ça se discerne et puis ça se vit au quotidien. Ouais. En parlant justement des investissements, comment est-ce qu'on gère, en tant que AXA Climate, une branche d'AXA, comment est-ce qu'on gère la transparence des investissements? Parce que du coup, toutes ces primes d'assurance, tant qu'elles ne sont pas versées aux bénéficiaires, elles sont investies quelque part. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la transparence de ces investissements? Vous arrivez à avoir un petit, une lorgnette d'observation et un avis sur ce que AXA fait là-dessus? Alors nous, AXA Climate, tu veux dire? Ouais. Parce que le client en entreprise, il ne l'attend pas de nous, cette transparence, il s'en fiche, il paye des prix, mais d'une certaine façon... Après, non, vous en tant que... pour diriger ce que... Ouais, où va l'argent. Quand on encaisse des primes AXA Climate, en fait, on cède le risque et l'ensemble du risque à des bilans qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de beaucoup de réassureurs, dont AXA. Et donc on est vigilant, en effet, après, à la façon dont ils vont gérer l'actif de leur bilan, c'est-à-dire l'investissement. Et donc après, on est hyper vigilant à l'effort qu'ils mettent sur les énergies renouvelables, l'effort qu'ils mettent sur les secteurs de transition. Et donc là, oui, mais comme on n'encaisse pas non plus, on n'est pas un très grand assureur AXA Climate, on n'a pas de levier spécifique pour pousser des acteurs à changer leurs investissements. Okay, alors, c'est pas là où se fait notre valeur, d'une certaine manière, en termes d'influence. D'accord. C'est quoi alors si ça fait pas partie là, de vos plus gros, liés aussi à la taille de votre activité à ce stade, mais c'est quoi les plus grands défis auxquels vous vous confrontez en ce moment alors? Alors, nous, AXA Climate, moi, ce qui est hyper important, c'est de témoigner qu'un autre modèle est possible, notamment en termes d'organisation et de RH. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition écologique et d'adaptation si on garde des modèles internes, hiérarchiques, pyramidales et rigides. C'est-à-dire que pour caricaturer, nos entreprises actuellement, la grande majorité sont créées comme des machines, notamment largement extractivistes en termes de valeur par rapport à l'écosystème et l'écosystème naturel, les parties prenantes terre, les ressources naturelles. Et donc, si on n'arrive pas à changer notre façon de voir l'entreprise, eh bien, on va continuer à détruire la vie, en fait, d'une certaine façon. Donc, je prends des grands mots, parce que c'est aussi ce qui fait l'engagement des gens chez Climate, mais nous, on a envie de se mettre au service de modèles différents. De modèles où l'entreprise casse le modèle de management classique, réamène de l'épanouissement pour les collaborateurs en se mettant au service de leur singularité et puis change leur façon de traiter leurs parties prenantes. Et donc nous, on veut témoigner qu'un autre modèle est possible, on l'a fait à 200 et on veut montrer qu'il y a plein d'autres entreprises qui peuvent switcher
fonctionner différemment en termes de RH. Et puis après, notre impact, il est la science, la prise de conscience d'un maximum de personnes, de la réalité scientifique de ce qui est en train d'arriver, et puis de la nécessité d'une adaptation positive et pas uniquement défensive. Et c'est pour ça qu'une grande partie de notre activité maintenant, c'est de la formation, du conseil et du leadership, parce que c'est ça les clés qui vont permettre dans l'entreprise de bouger les choses. Tu parles de transparence, de plaidoyer. Est-ce que, en tant que particulier, on a la possibilité d'être plus au courant des risques qui nous incombent, qui sont sur notre tête Est-ce qu'il y a des outils qui permettent que vous développez vous avez développé, donc tu dis, des outils qui sont ultra précis, ultra pointus, satellitaires, pour déterminer en gros les zones à indemniser. Est-ce que c'est accessible aux particuliers aujourd'hui ou pas du tout? Alors oui, nous on rend tous nos contenus de formation accessibles aux particuliers et aux associations. Donc si vous allez sur Climate School, vous tapez AXA Climate School sur Google, vous aurez accès à un parcours que vous pouvez partager avec vos familles. Beaucoup le partage, qui est assez positif, hyper bien, je jugeais parti, mais d'une touche audiovisuelle optimiste et sympathique qui permet de comprendre avec pas mal de pédagogie ce qui est en train d'arriver. Non, les vidéos sont très bien montées. Les vidéos sont chouettes. Et après, sur la carte, moi j'invite tout le monde à taper sa localité sur Google et de dire climat 2030. Et là maintenant, et c'est chouette, vous n'avez pas besoin d'AXA Climate, vous avez plein d'acteurs qui vont vous montrer des cartes, qui vont vous parler de température, de montée des eaux. Et donc, on ne peut pas dire, là en France, en 2024, qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2030. Et d'ailleurs, maintenant, quand on recherche un nouveau logement, on est obligé, on peut aller se renseigner sur, c'est une géoportail peut-être, mais la carte des risques liée à la position. Exactement, il y a plein d'acteurs qui le font et c'est très bien. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le climat au coin de la rue à 2030 comme on connaît la météo du jour. Voilà, il faut vivre avec, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas. Bah écoute, merci, c'est une bonne phrase de conclusion. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager dans cet épisode? Non, je voudrais dire le plaisir que j'ai eu à parler de ça et puis dire, et c'est important pour les auditeurs, que l'adaptation, il ne faut pas la penser en termes de risques. Quand on parle d'adaptation climatique, ce n'est pas que des risques qu'on mitigue ou qu'on contrôle, c'est aussi des opportunités. Et il faut absolument qu'on ait une adaptation qui soit au service de la décarbonisation, qui soit au service de la vie, du végétal, du vert. Et c'est à condition d'avoir une adaptation positive qu'on arrivera in fine à relever le défi collectif. C'est vrai qu'on parle beaucoup de primes, on parle beaucoup de combien ça coûte, on parle beaucoup de qu'est-ce que ça va coûter dans le futur, mais en fait finalement c'est aussi qu'est-ce qu'on arrive à en retirer aujourd'hui. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour ton passage, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré et probablement que l'épisode vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. On va tourner un épisode sur les limites planétaires avec Audrey Boilly d'ici quelques jours. Et un épisode avec Salomé Saké sur jeunesse et écologie d'ici quelques jours aussi. Donc on a beaucoup de nouveaux épisodes passionnants qui vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.